Ben voilà, comme Monsieur le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO et aussi Monsieur le secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication ont eu à le dire, cet atelier a pour principal objet de partager autour de la Convention de l'UNESCO pour la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Cette convention, elle date de 1970, c'est bien ancien, mais elle est toujours d'une très grande actualité, vu le nombre de conflits qu'il y a dans le monde, vu la valeur même marchande que prennent les biens culturels et surtout le besoin de coordonner les actions au niveau des États, notamment des États voisins, de travailler avec les forces de sécurité, douane, police, gendarmerie, pourquoi pas l'armée de temps en temps, mais aussi de faire de telle sorte que les acteurs internes, qu'il s'agisse des bibliothèques, des musées, des galeristes, que tout le monde soit vraiment dans un format de bonne gouvernance de la mobilité des biens culturels. Parce que de toute façon, on se rend compte, depuis qu'on parle d'ailleurs, plus récemment encore de restitution, que les biens culturels, ça constitue aujourd'hui un enjeu important pour notre humanité. Pas seulement un enjeu humanitaire, mais c'est aussi un enjeu de représentativité et de représentation. Vous savez, les biens culturels d'un pays qui se trouve ailleurs, s'ils sont là dans de bonnes conditions, c'est aussi de vrais ambassadeurs. Donc l'idée, c'est tout cela, connaître notre patrimoine, l'inventorier, le protéger et veiller à ce qu'il ne soit pas exporté de manière illicite de notre pays. La première des mesures, c'est d'abord inventorier. C'est-à-dire que si on ne sait pas ce qu'on a, demain, on ne peut pas revendiquer en disant qu'on m'a volé ça. Bon, on m'a volé mon costume, ton costume n'est inventorié nulle part. Donc voilà. Ça, je pense que c'est la première chose qui va être faite. La seconde chose, quand je parle de mise en cohérence, c'est que probablement au niveau des formats d'inventaire, il y aura des partages pour qu'il y ait une harmonie, qu'on n'inventorie pas de cette manière-ci à la direction du patrimoine, de cette manière-là au musée des civilisations, de cette autre manière là-bas au niveau du musée Théodore Monod. Je pense que les gens vont travailler à harmoniser les formes d'intervention et surtout travailler à ce que la loi fondamentale qui gère notre patrimoine, c'est-à-dire la loi 71-12 du 25 janvier 1971, soit adaptée. Parce que depuis 1971, bien des choses se sont passées, mais attention, c'est une loi qui repose sur une ossature extrêmement solide parce qu'elle avait déjà pris en charge toutes les implications de la Convention de 1970. Donc on va travailler à être en cohérence et en harmonie. Quand on dit que plus de 90% du patrimoine africain se trouve hors d'Afrique, c'est qu'on est toujours dans Berlin. Vous savez, l'Afrique a été colonisée, ça a duré un siècle et demi peut-être. Dans l'échelle du temps du monde, depuis Toumaï 7 millions d'années à aujourd'hui, si on résumait ça à 24 heures, la période coloniale représente peut-être moins d'une minute. Est-ce qu'on peut se permettre d'essentialiser la période coloniale pour dire que oui, tout ce qui a été produit pendant, ou l'essentiel de ce qui a été produit pendant la période coloniale se trouve en Europe? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai que l'essentiel de la production statuaire, artisanale durant la période coloniale est là-bas. Mais en fait, c'est très mal comprendre la dynamique des cultures. Les masques meurent aussi. Donc ces objets, si on ne les avait pas mis en vitrine, ils auraient certainement disparu, on les aurait remplacés. Ça, c'est dans la dynamique culturelle. L'essentiel du patrimoine africain se trouve en Afrique et on le découvre tous les jours. Et l'Afrique produit toujours encore plus. Maintenant, ce qui est parti a parfois des valeurs symboliques très fortes. Qu'on prenne le trône d'un roi africain, la couronne d'une reine africaine, le sabre d'un combattant africain, et qu'on le mette en vitrine dans un musée européen, c'est presque une forme d'humiliation. Oui, ces objets-là ont des valeurs symboliques très fortes. Il faut les récupérer, il faut les revendiquer. Et je pense que dans le cadre des restitutions qui sont maintenant en cours, les choses vont se faire. Nous avons déjà récupéré le sabre de la Jamar. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication est en train de mettre en place une commission qui va s'occuper spécialement de cela, une commission spéciale d'ailleurs. Et d'autres pays africains sont en train de le faire. Et on est en train de le faire d'ailleurs à l'échelle régionale
au niveau de la CEDEAO et on va très très bientôt, dès cette année, lancer une campagne mondiale d'inventaire des biens africains qui ont été volés pendant la colonisation. C'est une belle initiative qui permet de mieux connaître l'environnement du trafic illicite, de sérier la cartographie des objets, de voir un peu les typologies des objets qui sont le plus souvent trafiqués, volés, pillés, et de poser toutes les mesures qui permettent de mieux protéger le patrimoine culturel africain et sénégalais en particulier. Donc, bien évidemment, c'est une belle initiative et je pense que les résultats sont déjà positifs puisque les acteurs et toutes les parties prenantes sont présents et il y aura un développement de connaissances qui permettra de mieux appréhender le phénomène du trafic illicite afin de lutter contre. Cet atelier est un diagnostic qui permet justement de montrer et de comprendre pourquoi, malgré tous les efforts qui sont développés, malgré tous les instruments qui sont mis en œuvre, il y a quand même, il reste évident que le trafic demeure. Donc, je pense qu'un atelier comme celui-ci, partant d'un diagnostic, va permettre de circonscrire les contours administratifs et institutionnels, les domaines qui sont liés à la coopération, la coordination des forces de défense et de sécurité, par rapport aux institutions muséales et aux ministères et aux autres organismes d'ailleurs de professionnels comme l'ICOM, comme des organisations internationales comme l'UNESCO. Donc, toutes ces données participent à lutter contre le trafic et l'atelier permettra non seulement de recadrer tous ces efforts, mais également d'identifier les brèches qui font que le trafic continue toujours afin d'y apporter des solutions concrètes. Cet atelier de l'UNESCO sur la Convention 70 est bienvenu parce que le Sénégal est en train de devenir une plateforme de la sortie des biens culturels. L'atelier est d'autant plus bienvenu qu'il obéit quand même à la dernière réunion de 1995 où on demande de sensibiliser autour de ces questions de la perte des valeurs, mais surtout de la perte des biens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la perte des biens n'est pas juste la perte des objets, c'est aussi la perte des valeurs et des symboles que ces objets avaient, la perte des messages que ces objets avaient. Mais le plus important, c'est que nous sommes des peuples en reconstitution et à la reconquête de nos identités. Est-ce qu'on peut le faire si pendant les guerres, les mausolées sont attaqués, si pendant les guerres, les symboles de transmission de nos bois sacrés sont attaqués? Est-ce qu'on peut le faire si nos supports de savoir traditionnels sont attaqués? Je pense que cet atelier est bienvenu en ce moment-là. Nous travaillons en ce moment dans l'expertise pour le Sénégal, pour l'UNESCO, pour l'intégration du PCI dans le curriculum. Mais est-ce qu'on peut intégrer le PCI dans le curriculum si nos objets culturels ne sont pas là, si nos discours culturels sont changés? Et c'est cela surtout moi qui m'intéresse. C'est quel est le discours qu'il faut refaire dire à nos objets une fois qu'ils vont revenir. Parce que nos objets, notre parole a été volée. Cette parole a été volée et une autre parole a été donnée à nos objets. Et c'est cette parole volée-là qu'il faut faire revenir pour que l'épée de El Hadj Omar Tall revenant ne raconte pas autre chose que la victoire et la disparition mystérieuse de El Hadj Omar qui a construit notre imaginaire et notre mythe. C'est comment intégrer ces objets-là dans notre circuit scolaire pour qu'ils ne disent pas la défaite de l'Afrique, mais qu'ils disent la victoire de l'Afrique et les parts de violence que l'Afrique a subies. C'est cela l'enjeu aujourd'hui. Pour nous, la Maison de l'oralité et du patrimoine, c'est quel discours pour ces objets-là une fois qu'ils reviendront. Mais ce discours doit être porté par ceux qui vont définir les lieux de rencontre entre les objets et le public. Je vous donne un cas très simple. Imaginez une société qui aujourd'hui est islamisée et christianisée à 95-100%. Imaginez qu'on nous ramène dans un village devenu aujourd'hui islamique avec un imam dont le père n'existe plus, qu'on lui amène un objet qui religieusement est un objet lié à ce que lui il considère en ce moment comme étant en déphasage avec l'islam. Est-ce qu'on va lui imposer de mettre des khambas là-bas? Est-ce qu'on va lui imposer de remettre ces statuettes-là pour l'adorer? C'est de cela qu'il s'agit. Ces objets ont vécu un temps
comment les réintégrer dans notre société. Et ceux qui vont les porter, ce sont ceux qui ont la responsabilité de gérer les espaces muséaux, mais aussi qui ont la responsabilité de définir les politiques de ce qu'on appelle pédagogiques, et ceux aussi qui, comme vous, ont la responsabilité de transmettre l'information au public.